par rapport à ton nouveau projet, Ange de sang. Ange de sang. Titre temporaire. Je suis sûr que ça va être ça. Là. Ah non? Non, mais je sais pas toi, là, mais moi, quand je trouve un titre, tu sais, mettons, Le Dernier Immortel, c'était. Je trouvais que c'est marketing, c'était évident. Mais Ange de sang, tu sais, c'est pas quelque chose qui a fait Ah, wow, j'ai trouvé mon titre. Ok. C'est temporaire. Puis t'as-tu d'autres idées de titres qui viennent en ce moment? Au début, ça s'appelait Les Nuits Noires de Night Black, ce qui est effroyable, je pense, comme ça. Tu sais, juste le fait que le personnage s'appelle Night Black, déjà, je suis pas sûr. Fait que là, Les Nuits Noires de Night Black, j'étais. Mais Ange de sang, j'ai l'impression que c'est marketing, puis ça dit ce que ça veut dire. Ouais. Fait que j'aime ça, mais peut-être pour l'instant, non. Des fois, ça m'arrive aussi de. En fait, ça m'arrive tellement souvent de mettre un titre que je me dis, ça va, c'est temporaire. Tu sais. Je vais vraiment trouver un autre. Puis que finalement, 1 an plus tard, c'est-à-dire quand c'est le moment vraiment là, de dire, bon, quel nom, là, parce qu'il faut l'officialiser, ben, finalement, c'était le bon. Hein? Ouais. Si l'intuition de départ était bien, parce que j'avais pas la pression de le trouver officiellement tout de suite. Ouais. Est-ce qu'à Brano, ça s'imposait tout seul, puis c'était ton titre? Oui, parce que la façon dont je fonctionne dans ma mythologie, c'est que toutes les histoires qui vont être vraiment centrées, le héros c'est un être humain, ça va être leur nom. Ok. Par rapport à des histoires comme Le Voyage de la Fée ou La Quête des Gardiens, des histoires plus de la mythologie, que là, c'est pas le nom, c'est comme plus justement le thème principal. Le concept, le thème. Ouais, c'est ça. Ah, c'est intéressant ça. Je trouve ça le fun. Fait que quand c'est des héros humains, c'est leur prénom. Puis quand c'est quelque chose d'autre, ben là, c'est le concept en tant que tel. Ou là, tu vas te permettre de déroger de ça, dans le fond. Ouais, c'est ça, parce que le principe un peu dans mon jeu d'aller-retour entre des histoires d'humains puis des histoires plus de d'autres personnages comme l'histoire des fées ou des géants, c'est que les humains, dans le fond, c'est des petites incarnations, là, de comme 70 ans. Hein. Ouais. Fait que c'est vraiment, justement, c'est à la première personne, au jeu. Là, c'est comme, quelle vision ils ont de ce grand univers-là. Tandis que quand je vais du côté des fées puis des géants, ben là, c'est comme, c'est des êtres immortels, d'une certaine manière. Fait que l'histoire s'étire, c'est long, puis là, je veux qu'on ait une vision plus omnisciente de la chose. Fait que là, j'écris justement plus passé simple. Je peux me déplacer un peu d'un personnage à l'autre. Vraiment pour avoir cet effet un peu d'intemporalité. Par rapport à c'est un peu comme à un moment donné, je l'avais vu dans Brano quand j'avais pris ma décision de le mettre au jeu, parce que je l'avais écrit à la base au troisième personne, passé simple, un peu classique. Puis je me suis dit, ça va être un peu comme un first-person shooter, tu sais. Que t'es vraiment avec le personnage dans sa vision, tu sais. Comme dans un jeu vidéo là, d'action où t'es clair. Le point de POV à Brano, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est vraiment le gros. Ça, c'est de la grosse méta narration. Mais je trouve ça fou parce que je le savais, parce qu'on se connaît. Ben, tu mets tellement de détails puis tu sens tellement réfléchir beaucoup. Tu sais, juste ce que tu viens de dire, là, comme les humains, ça va être à la première personne du singulier au jeu. Puis, comme tu sais, j'ai des classes d'étudiants, puis on était dans les voies narratives, les titres de narrateurs. Puis, cette semaine même, puis je disais à quel point c'était important, tu sais, de bien choisir son narrateur, puis pourquoi tu le choisissais, puis pourquoi tu choisissais de raconter l'histoire. Puis évidemment que toi, tu te la poses cette question-là, tu sais, comme tu dis. Puis moi-même, parce que je connaissais déjà tes textes, j'avais été surpris de voir qu'Aprano était à la première personne du singulier. Je m'attendais à ce qu'on ait quelque chose au passé simple, à l'imparfait, puis avec un narrateur à troisième personne. Puis là, quand j'ai vu Abrano, puis j'ai commencé à le lire, je savais que si je te pose la question, tu allais avoir une réponse pour moi. Tu sais, ça allait pas être je le filais. Non, c'est par tout hasard. C'est ça, par tout hasard. Je savais que tu allais avoir une réponse pour moi. Ah, mais c'est cool ça. Mais je sais pas si ça fait ça à toi, mais souvent, c'est-à-dire que les réflexions comme ça, les décisions qu'on prend, il y a comme des étapes de réflexion. T'sais, au début, j'ai l'impression qu'on écrit tout quelque chose parce qu'on a une idée, puis on est passionné, puis on la commence. T'sais. Puis il faut faire un bout avec ça. Puis au début, c'est même ça vaut-tu la peine que je l'écrive, je suis bon, on se pose. Il y a comme des questions de base. Puis à un moment donné, tu arrives à un certain échelon de questions qui est différent. Puis on dirait que ce genre
ensuite, ce genre de décision-là se prend à un moment où tu as quand même un recul, tu sais, Sur ce qui ton, se passe. sur ton œuvre, sur ce que tu as Ouais, fait. sur l'œuvre. Mais je sais pas, est-ce que toi t'es plus intuitif puis tu fais des plans au contraire, est-ce que tu fais des plans, plein de plans avant d'écrire ou tu vas aller écrire intuitivement puis après tu feras un plan? Pour Abrano, maintenant, est-ce que tu as fait des plans chapitre par chapitre ou en 3 ans? Non, non, non. Ok. Pour Abano, j'étais allé pas mal Intuitif? avec lui, là. Ok. Mais tu sais, je savais, j'étais déjà plus loin dans ma mythologie, fait que je savais les grandes lignes. Ouais, ouais. Sauf que Abrano apparaissait comme. Son nom apparaissait comme 2 fois là, tu sais, dans la mythologie. Là. C'était juste à un moment donné, tel humain a fait ci, là. Il s'est un peu démarqué grâce à ça. Oui, moi qui avais lu plein d'affaires, j'étais sûr de comme. Quand j'embarquais dans mon univers, que j'allais connaître plein de choses déjà d'avance, puis non, finalement, tu sais, l'histoire d'Abrano, je la connaissais pas du tout, tu sais. Non, parce que dans le fond, j'avais rien écrit, j'avais rien publié là, de cette époque-là. C'était toutes des histoires de bien reculées dans la mythologie. Fait que dans le fond, c'est la première fois où les humains étaient impliqués dans un texte lu par les autres. Ouais. Ah, mais c'est vraiment cool. Dans ta propre mythologie, toi, ben là, premièrement, de ce que j'en ai compris, du peu que j'ai lu, là, c'est que c'est immense aussi. Ouais. T'as-tu. Je serais juste curieux, mettons, à travers. Parce que toi, c'est très différent, dans le fond. Ça commence après notre propre époque. Ouais. C'est une mythologie, mais du futur. Ouais. Puis là, je sais pas, puis je sais pas si tu peux le révéler non plus, mais je serais comme curieux de voir, en termes d'années, là, c'est quoi ton étendue? Ben en fait, parce que Magic Future, tu sais, le dernier Immortel se passe dans le monde Magic Future. Fait que le monde Magic Future, c'est quoi? C'est un multivers. Fait que c'est un monde dans lequel il y a plusieurs mondes. Fait que tu sais, si on parle de mythologie, il faut s'entendre dans Magic Future de quelle mythologie on parle. Est-ce qu'on parle de la mythologie de la Terre? Il y a des Plutoniens aussi à Magic Future, il y a le système solaire, il y a d'autres personnes. Mais il y a d'autres univers aussi, puis il y a des outre-mondes. Fait qu'il y a des mondes, il y a des outre-mondes, il y a des univers, puis c'est tout catégorisé. Puis ça devient très très grand. Puis c'est un jeu de rôle aussi, comme Donjon Dragon. Fait que les histoires sont vraiment tirées du jeu de rôle que j'avais inventé quand j'avais genre 10 ou 12 ans. Fait que là, moi, j'ai plus de 30 ans. Fait que ça fait 18 ans qu'on joue à Magic Future, puis là, il y a plus de 100 personnes qui ont joué. Fait dans le dernier Immortel, il y a des joueurs que c'est leurs personnages qui sont là. Mon frère, c'est Sias. C'est lui qui jouait Sias dans le jeu de rôle. Mais maintenant, dans la série Le Dernier Immortel, il y a plein de monde qui ont joué. L'univers principal, le point de vue que j'ai choisi d'aller chercher, puis dans lequel il y a le plus d'histoire, c'est vraiment sur la planète Terre. Puis ça commence après la grande catastrophe de 2115. Donc, en 2115, de notre époque, là, je suis un prophète peut-être, il va y arriver une grande catastrophe, puis la grande catastrophe, c'est un mélange, ils savent pas c'est quoi, mais c'est un mélange de pollution, de pandémie, de guerre. Et là, en 2115, la Terre est complètement ravagée, et la Terre, moi j'aime une expression que j'ai dans Magic Future, c'est la Terre reste dans l'ombre 1 seconde ou 1 millénaire. La notion du temps, quand il n'y a personne pour l'observer, elle n'existe plus. Fait que là, personne qui sait combien de temps, mais puisqu'ils ont trouvé des vestiges de notre monde, ils disent « Ok, c'est en 2115 que ça a dérapé. » Fait que eux, c'est comme leur an zéro. Puis sur certains continents, ben, ça va être leur an zéro, fait qu'ils vont être en l'an 333 parce qu'ils ont commencé à compter en 2115, mais ils ont mis le compteur à zéro. Puis il y en a d'autres qui sont en l'an 6000 quelque chose parce qu'ils ont continué à compter à partir de 2115, en disant on recommence. Et là, il y a une survivante qui s'appelle Ellie, qui est une survivante mortelle. Et elle voyage partout sur la planète en ruine. Et elle, somehow, pardonnez l'anglicisme, les gaz, la pollution, tout ça, elle réussit à survivre à ça. C'est pas pourquoi, mais elle réussit à survivre à ça. Moi, je le sais, là. C'est important, je pense que l'auteur savent comment sa magie fonctionne, mais que de tout révéler dans son texte, c'est pas nécessairement important tout le temps. Donc Ellie, elle c'est un peu cliché, mais c'est une élue, finalement, c'est la survivante. Et elle va se promener partout sur la planète et elle va se rendre compte que les légendes qu'il y avait dans son monde, que ce soit mettons le christianisme qui a un dieu puis qui a un enfer, c'était pas vrai. Parce qu'elle est capable de communiquer avec les âmes errantes de toutes les époques de la planète. Fait qu'il n'y a pas de cycle de réincarnation vraiment, il n'y avait rien qui était vrai, puis c'est juste des âmes errantes sur la planète Terre. Et Ellie va se découvrir qu'elle peut communiquer avec ces âmes-là, mais elle va aussi découvrir qu'elle peut les ramener à la vie.
Donc, elle va choisir les meilleurs mortels de toutes les époques confondues qui ont existé pour les ramener à la vie puis faire opérer ce qu'elle appelle la grande résurrection sur la planète. Sauf qu'au même instant, il y a comme un éveil magique et il y a des entités qui apparaissent dans le ciel, qui viennent encore une fois d'ailleurs dans le monde, du monde magique futur, dans notre univers, mais c'est assez complexe. Et ces entités-là, c'est des entités de nuages omniscientes qui prennent la forme de nuages, de visages dans les nuages et qui se nomment eux-mêmes entités puis qui disent « Moi, je suis l'entité de la vie, moi, je suis l'entité de la nature » et qui regarde et y aller, et l'entité des mortels qui s'appelle Sonny n'est pas du tout content que la grande survivante décide de ramener tout le monde parce que lui, il pense qu'il est l'entité des mortels. Mais les entités omniscientes, ils sont jaloux, ils sont capricieux, c'est pas des dieux comme neutres. Alors, Ellie se chicane avec eux et l'entité des mortels décide de la punir quand elle fait la grande résurrection. Il lui arrache la peau et la chair. Et Ellie, voyant qu'elle ne peut plus donner la vie, elle se rend compte qu'elle peut seulement la reprendre et elle devient la mort dans le monde. Et là, la mythologie évolue, donc les entités vont devenir des dieux qui vont avoir des enfants sur la Terre. Il y a certaines entités qui vont s'incarner sur la planète, qui vont donner des dieux vivants et faire des empires et tout ça. Et je te dirais qu'à partir de 2115, jusque peut-être l'an 10 000, l'histoire de Magic Future, elle est très définie dans ma tête. Je sais vraiment ce qui se passe, il y a plusieurs générations de divinités, sur les continents, j'ai une bonne idée des... Ben c'est ça, est-ce que moi, à un moment donné, gérer tous les continents, des histoires autant impliquées, autant détaillées, c'est tough, là. Mais toi, c'est sûr que ça fait aussi, c'est ça, comme 18 ans que ça avance, fait que... ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps, toi, l'univers? Puis est-ce qu'il y a un nom, l'univers d'Abrano? Comme moi, c'est le monde Magic Future, mais... Le nom le plus global que j'ai donné à cet univers-là, il y en a comme deux. Là. J'ai fait 2 genèses qui sont pas... C'est comme la même chose, mais redécrite, si on veut, avec de nouveaux concepts. Mais il y a Mara Magdala. Évidemment! C'est ça. Ah oui! Puis il y a la Carignal. Ok, c'est déjà plus facile. ouais. Mais l'autre, c'est comme... J'ai dû lire un peu de... J'avais lu un peu de livres bouddhistes. Ok. Moi aussi, c'est inspiré du sanskrit, du latin et un peu de bouddhisme et non, donc... Ben oui, c'est ça, je reconnaissais un peu de ça, en plus de des noms qui sont comme très modernes, si on veut. Je me suis déjà fait approcher par des lecteurs qui avaient dit « Lyonesse, sais-tu ce que ça veut dire, Lyonesse en sanskrit? » Puis j'étais comme « C'est un de mes personnages. » Non. Puis là, elle commence à m'expliquer, puis c'était des uberlus. Tu sais, moi, je suis très spirituel, mais des fois, il y a comme un niveau qu'on est en train de dépasser. Puis là, c'était comme, elle était en train de m'expliquer à quel point j'étais sans doute le messie, parce que là, je débarquais complètement. J'étais juste comme... Mais oui, il y a une grosse inspiration de philosophie bouddhiste. Et pour le langage, là, je vais aller chercher des racines soit sanskrit ou de latin, dépendamment des continents. Ben, c'est ça, en fonction de la culture du continent. C'est clair qu'il faut être cohérent, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des continents particuliers que c'est comme un peu tes chéris, là, tu sais, c'est ceux qui donnent le plus? Définitivement, tu sais, il y a vraiment des secteurs de Magic Future et même des époques ou des continents que c'est... c'est pas riche en histoire autant que... Tu sais, quand je dis, mettons, il y a 10 000 ans d'histoire, mettons, le continent principal, c'est Humanity, c'est celui que j'ai le plus développé et travaillé. Là, à ce moment-là, tu peux me demander qu'est-ce qui arrive en 5233. Puis je te dis, en 5233, il y a ça. Il y a un vol de base. C'est ça, je vais te parler de Humanity et des villes sur Humanity que je connais le plus. Puis là, mettons que tu vas me demander, sur Palatia, qui est mon continent nordique, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que là, je n'aurai pas nécessairement de réponse pour toi. Et c'est souvent en fonction de les endroits où on a joué à Magic Future le plus avec les joueurs, avec les participants, parce que je trouve que ce qui est le fun dans Magic Future, c'est que puisque j'ai des centaines de personnes, mais mettons une centaine de personnes qui ont joué, ben les inspirations viennent d'un peu partout. C'est des joueurs qui m'ont aussi apporté quelque chose. Fait que force c'est d'admettre qu'il y avait Humanity intéressait, mettons, beaucoup plus de joueurs que quand je leur disais ça vous tente de commencer sur tel continent où il n'y avait pas d'attache, où il n'y avait pas de OK, mais c'est pas des mortels, c'est pas des humains comme nous, c'est pas. Fait que c'était moins populaire comme choix parce que c'était plus des espèces qu'on n'était pas habitué de voir. Fait je pense que Humanity est développé comme ça aussi parce que mes joueurs, quand on jouait à Magic Future, se reconnaissaient beaucoup plus en Humanity. Ils me disaient, on joue-tu à Humanity parce que moi, j'aimerais faire une fille mortelle qui porte quasiment le même nom que moi, tu sais, puis se reconnaître dans. Fait que là, fait que oui, j'ai beaucoup de secteurs. Puis,
il m'arrive vraiment de me dire, bon, ben là, aujourd'hui, je vais travailler sur Paracia, puis sur son histoire, puis avancer comme ça. Là, la Terre est beaucoup définie, puis là, je suis rentré vraiment plus dans ma cosmologie, puis mes univers, voir leur fonctionnement, puis tout ça. Parce que, même si c'est du fantasy, puis je sais que t'es comme ça toi aussi, mais je veux tellement que ça fasse du sens. Tu sais, c'est drôle parce que c'est un univers qui se peut pas, mais je veux quand on lit, ça me fasse. Oh ouais, c'est cohérent, tout se peut, puis ça se tient, tu sais. Puis comme dans Abrano, mettons, tu sais, il est jamais nommé là j'essaie de formuler pour pas donner spoiler non plus, mais il n'est jamais, mettons, formulé comment les fées font de la magie, tu sais, ou mettons les artefacts magiques que tu as, je pense au coffre, ça, il n'est pas dit comment ça fonctionne, mais moi quand je l'ai lu, à aucun moment je me suis dit, ben voyons, c'est comment ça, on le sent, tu sais, comme c'est réfléchi, puis tout ça, puis qu'il y a comme un niveau. Puis je pense que c'est le gars de Game of Thrones qui avait dit, genre, dans notre univers, ben, il y a juste la pointe de l'iceberg que le lecteur voit, puis il y a tout à l'arrière ce que l'écrivain a fait. Puis quand ce travail-là est fait, ben, on le sent, là, tu sais, c'est fait. Oui, c'est ça, parce que ta cohérence, il y a comme une cohérence invisible, là. Puis le lecteur, d'après moi, capte au-delà du texte, mais aussi de ce que consciemment il peut verbaliser, là. C'est comme. Ben, tu sais, puis il y a aussi des. Il y a pas des mécaniques, mais appelons ça des objets, mettons, qui fonctionnent d'une certaine manière parce que c'est des symboliques. T'sais. Comme l'anneau de pouvoir dans Seigneur des Anneaux, comment effectivement, si tu gardes cet anneau-là, tu deviens plus puissant. L'anneau en tant que tel, il pas lancer des bombes nucléaires. Là, c'est juste que c'est la symbolique. C'est que Sauron a décidé que cet anneau-là, c'était le symbole de la domination, puis que si tu l'as, si tu es assez puissant pour le manier, tu vas finir par dominer. Mais fait que Aragorn aurait pu le garder, puis devenir un seigneur des anneaux. Ouais. Mais comment effectivement l'anneau, mécaniquement ou technologiquement, fonctionne, c'est comme si la question n'est pas toujours là. Mais j'ai l'impression que Tolkien, tu sais, s'il était avec nous, il pourrait nous répondre. J'ai l'impression qu'il serait capable de nous dire, peut-être que je me trompe, mais tu sais, des œuvres comme Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, j'ai l'impression que c'est vraiment. Puis Harry Potter, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce travail-là qui a été fait, c'est pour ça que je l'ai inclus là-dedans. Je pense qu'il y a des auteurs qui ne seront pas nécessairement d'accord avec moi que Harry Potter, ce travail-là a été fait. Mais j'ai l'impression qu'il a été fait. Dans ce temps-là, j'ai vraiment l'impression que l'anneau, peut-être qu'il n'y aurait pas de réponse, comme tu dis, puis dire c'est parce que c'est l'anneau de puissance, puis tout. Mais j'aime à penser qu'il y aurait une réponse pour nous. Parce que quand tu le lis, j'ai l'impression de sentir la profondeur de l'œuvre. Là. Ah oui, clairement. Mais oui, c'est ça. Puis tu disais, effectivement, on montre pas tout. Puis je trouve que c'est un jeu tellement intéressant de juste révéler un petit quelque chose. Tu sais. Mettons, dans le conseil, dans la réunion d'Armélas, tu sais. Ah, c'est dans le deuxième tome, là, quand ils se réunissent toutes. Ouais. Puis là, c'est une discussion de 40 pages, là. Puis... Ça m'a fait passer à la réunion, justement, là, dans Seigneur des Anneaux, avec, au début. Le conseil d'Elrond, ben oui. Ben en fait, c'est comme, en toute honnêteté, puis je le cache pas, c'est un peu un pastiche. J'ai tellement trouvé ce conseil-là hot que j'avais vraiment envie d'avoir un moment comme ça où c'est une discussion, tu sais, puis c'est long, puis il y a plein de parenthèses, mais à la longue, à la fin de cette discussion-là, t'es éprouvé pareil, parce que là, wow, tu sais, on t'a explosé un peu de mythologie, là. Ah ouais. Mais justement, comment, qu'est-ce qu'on dit pas, des fois, il résume une légende que, finalement, je l'ai écrite, puis c'est, mettons, ils vont parler de la quête des gardiens. Oui, je me souviens. Mais là, c'est comment résumer en un paragraphe, tu sais. Ah, il y avait tel personnage, tel objet, il est arrivé ça, ils ont fait ci, c'est fini. Ah oui. Fait que là, mais là, de le montrer d'une façon un peu légende, courte, plutôt que le grand détail, c'est un gros défi. Puis en même temps, chez le lecteur, je trouve que ça crée un sentiment de vastitude. Tu sais. Ouais, tout à fait. Ça, je suis vraiment d'accord. Mais d'ailleurs, tu as dit pastiche, mais comment tu deals avec ça, toi? Est-ce que ça t'arrive de faire la différence entre pastiche et plagiat? Parce que moi, c'est drôle, je réfléchissais à ça récemment dans Le Dernier Immortel, puis quand je le relis, je suis fier de ce qui a été fait. Je vois aussi ce qui marche moins bien, tout ça, puis on est très autocritique, je pense, envers nous-mêmes.
Puis il y a vraiment des passages que je suis comme, ok, ça c'est la réunion du Seigneur des Anneaux que j'ai transposé dans mon livre, ils sont tous assis. Des fois je me dis, tu sais, j'ai revenu un bout où le vaisseau spatial s'appelle le Faucon, puis dans ma tête c'est vraiment le millénium de Han Solo, tu sais, puis je me demandais, tout le monde qui voit ça, qui lit mon livre, qui se dit, crime, tu sais, c'est du plagiat versus c'est un clin d'œil versus une inspiration, passage. Ça t'arrête-tu de d'écrire quelque chose dans ta mythologie ou de faire un personnage ou un événement, puis comment tu deals avec ça, de dire si c'est une inspiration, puis c'est correct que je me le permets, versus est-ce que c'est trop près de l'œuvre, tu sais. Même parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont comparé ce que tu as fait à Tolkien, là, puis au Seigneur des Anneaux. Comment tu gères ça, toi? Je me fie beaucoup à mon propre sentiment de malaise. Si j'écris, puis là, j'ai un malaise parce que justement, je suis très conscient, mettons, que ce personnage-là, il est très proche. Dans le fond, c'est lui, mais que j'ai mis dans mon livre, j'ai changé la couleur des yeux. Exact. Ou tel objet. Tu sais, justement, en fantasy, on a beaucoup d'objets puissants. Mais là, c'est comme si les anneaux, il faut mettre ça un peu de côté. Ça peut pas être l'objet principal. Non. Fait que là, même des fois, c'est comme. Ah non, attends que je note, c'est comme j'enlève tous les anneaux dans le centre. C'est sûr qu'il y a toujours des objets qui ont des baguettes magiques. Même des anneaux, ça peut servir, mais c'est comme si à un moment donné, on le sait que cette affaire-là, c'est un peu intouchable pour un bout. Fait que des fois, c'est comme clair, des fois, tu as l'impression que non, que c'est correct, puis t'avances. Mais là, à un moment donné, justement, si j'ai un bon feeling, ça veut dire que je trouve que ça m'appartient quand même, puis que là, j'apporte quelque chose de nouveau. Exactement comme il y a tellement de tunes faites ces mêmes 4 accords. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, on va pas dire cette tune-là, elle plagie l'autre, c'est les mêmes accords. Mais c'est juste que si c'est les mêmes accords, le même beat, avec presque les mêmes paroles, il va peut-être y avoir un malaise. Fait que c'est vraiment de cette manière-là, je dirais, que je l'aborde. C'est la même chose pour moi, c'est vraiment en senti, que ce soit quand j'écris ou quand je développe un atelier, je me dis, là, un atelier sans confiance en soi, là, tout le monde, tu sais, là, je pense, j'ai vu un atelier sans confiance en soi, j'ai le goût d'en faire un, puis là, je fais, mon Dieu, je suis en train de plagier l'atelier que j'ai vu, puis là, il y a ma copine qui me rappelle souvent, comme Samuel, parce qu'il y en a 10 000 ateliers sans confiance en soi, c'est toi comment tu vas le faire, tout ça, si après ça, tu as encore un malaise, quand tu auras fini l'atelier, ben peut-être qu'en effet, t'as plagié, mais vu que je suis un ultra sensible, c'est à ma poussée à l'intérieur, puis à ma petite voix que je me fie, tu sais, comme, j'ai fini d'écrire ça, puis non, tu sais, il y en a plus de malaise après avoir travaillé, tout ça, tu sais. Fait que, ouais, moi aussi, c'est comme ça que je le fais. Puis c'est drôle parce que ça, c'est une question en tout cas, je sais pas pour toi, que je me fais souvent poser par des lecteurs ou par des gens, justement. Si j'ai envie de mettre une école de magie, puis des baguettes, tout ça, je suis en train de plagier Harry Potter, tu sais, puis ça dépend comment tu développes ton idée, tu sais. C'est qui tes personnages principaux, un trio de 2 gars? C'est ça. Ouais, il s'appelle Jerry. Ok. Jerry Motter. C'est ça, ouais, dans le TK, peut-être un peu moins, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'en même temps, ce qui est drôle, c'est que toutes ces questions-là, d'une certaine manière, sont... on dirait qu'ils tirent un peu l'origine du fait qu'on fonctionne dans un monde où on est rémunéré là, pour nos idées, puis ce qu'on publie, puis tout ça, parce que, tu sais, dans le fond, l'inspiration, ultimement, c'est tellement pas grave que quelqu'un trouve ton idée géniale puis qu'il fasse presque la même chose comme histoire. C'est juste que, parce qu'au pire, il va la compter à son cercle social. Puis, ou même, moi j'aime à penser que les lecteurs qui vont avoir aimé ça, mettons, même si on publie, même s'ils publient puis que ça se ressemble, ils vont aller après à ton livre parce que c'est comme la scène compétition finalement. Tous ceux qui ont aimé Harry Potter, ils vont se mettre à chercher des choses qui ressemblent. Puis s'ils trouvent une histoire qui est semblable, puis qui est bonne, puis qui a été développée différemment, ils vont juste apprécier puis tout ça. T'sais. Ouais, c'est ça, effectivement. J'ai l'impression. Ben, je pense effectivement qu'au final, la compétition est un peu une illusion, puis le plagiat en tant que tel est un terme assez technique, dans le fond. Mm-hmm. Parce que sinon, on pourrait dire c'est de l'inspiration. Oh, ouais. Puis anyway, tous les auteurs... t'as un auteur qui vend 100 millions d'exemplaires, on va dire qu'il est accompli. Mettons, là. Mais un auteur qui commence, il a besoin de se développer, puis de faire son chemin, puis à un moment donné, c'est sûr que ça commence beaucoup par se fier à son background, oui. Mais après ça, il se développe
il développe sa personnalité de conteur d'histoire, puis là, il va plus loin dans sa propre réflexion. Fait que c'est sûr que d'après moi, ça va toujours finir par devenir plus unique. Puis je pense que tout le monde cherche ça quand on crée honnêtement, tu sais, quand on est sur la voie de l'écriture ou de la création pour se développer soi-même. C'est sûr que si on veut le faire pour faire de l'argent, mettons, ou ça, ben là, on risque de chercher qu'est-ce qui fonctionne, puis de rassembler ces éléments-là, puis essayer de faire le best-seller. Mais anyway, ça prend tellement beaucoup de facteurs pour dire qu'une chose explose puis que ça devient le nouveau phénomène mondial que moi, personnellement, je trouve ça un peu vain d'être dans cette quête-là. J'imagine que ça t'est jamais arrivé de te demander, parce que tu sais, on se connaît, là, mais j'imagine que ça t'est jamais arrivé de te demander justement, c'est quoi la recette qui ferait en sorte que, quelle histoire marcherait maintenant, mettons. C'est sûr que je pense que... Je suis surpris pour vrai, ça t'a... Mais j'ai moins... c'est-à-dire que mes premières considérations de base, ça a été de faire quelque chose justement qui était moi-même. Puis j'avais de la misère à me détacher de mes influences, puis là j'avais des angoisses. T'sais. Sauf que c'est sûr qu'à un moment donné, on se laisse tout un peu quand on commence à publier, puis là, c'est tout un peu emporté dans le jeu de qu'est-ce que je pourrais écrire, là, qu'est-ce que c'est vraiment de la bombe, puis tout le monde aime ça. Mais c'est pas nécessairement mauvais comme question, mais c'est juste que je pense que ça prend trop de place, c'est un problème. Mais d'écrire aussi en fonction du fait qu'on sait que les gens aiment telle chose, puis que nous aussi, tu sais, souvent, ce que la masse aime comme histoire en général, on résonne aussi un peu avec ça. Mettons, les zombies, tu sais. Ben, moi, j'aime ça avoir des morts vivants dans mon univers parce que je trouve ça cool, tu sais. Mais, puis je sais que c'est populaire, mais, tu sais, je vais pas tout dévier mon inspiration pour ça. Puis moi, j'ai adoré, tu sais, j'ai adoré des morts vivants, je trouvais pas que c'était... J'ai adoré comment ils étaient faits, les passages qu'ils avaient, puis pourtant je ne suis pas un fan de morts vivants, fait que tes morts vivants, ça a quasiment été mes préférés. Dans Game of Thrones, je regardais les morts vivants, j'étais comme, oh non, j'aimais pas ça, puis avec Abrano, je trouvais que ça allait bien avec ton univers, tout simplement, puis que ça allait de soi. J'avais pas l'impression que tu t'étais demandé qu'est-ce qui fonctionne. Écoute, on est à la fin de notre temps déjà. J'aurais envie de te demander simplement, dans le fond, pour le dernier d'Immortel qui a été en plusieurs volumes qui a été publié. Création aussi, qui est un super bon livre que j'ai lu. Puis pour Ange de Cendre, t'as-tu comme une espèce d'objectif Ange de Cendre, j'essaie d'avoir un objectif de temps jusqu'à temps que je réalise que c'est pas quelque chose qui me sied bien, d'avoir un objectif de me dire dans 6 mois, je vais être rendu là. C'est plus de m'accorder des moments chaque matin, chaque semaine pour le faire puis d'avancer comme ça. Parce que ça mettait une pression qui était inutile. J'aimerais ça que d'ici 2023, que je l'ai envoyé à des éditeurs. Ça serait, mettons, j'ai déjà mes éditeurs en tête, j'ai déjà des idées à qui je vais l'envoyer. Donc, 2023, ça serait ça. Mais la réécriture se passe, vu que je fais pas de plan, mais là, la réécriture est quasiment plus demandante que le premier. C'est plus difficile. Fait, mon objectif, c'est 2023, puis à des éditeurs. Ok, good. Ben, je te souhaite vraiment le meilleur pour ce projet-là. Mais merci. Puis on se rejoint éventuellement. Merci de l'invitation. Ça fait un plaisir.